Bonjour Emmanuel. Bonjour Joseph. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Notre Merci, c'est un plaisir objectif, pour moi. merci, c'est très gentil. Notre objectif aujourd'hui, c'est de parler de toi, mais surtout de l'hypnose, Mm. la technique que tu pratiques. Alors, déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, je suis hypnothérapeute, c'est-à-dire que je pratique la thérapie avec l'outil de l'hypnose. Je suis arrivée à l'hypnose parce que j'ai accompagné pendant une bonne vingtaine d'années des personnes avec des problématiques émotionnelles et relationnelles, notamment des jeunes mamans, des jeunes parents. Et puis, je cherchais un outil plus efficace pour impulser le changement plus rapidement et qui soit bien pérenne. Et j'ai fait la rencontre de l'hypnose et ça m'a convaincue. Et donc, je me suis D'accord. formée. Voilà. Ok. Alors, les questions, on va commencer par des questions assez bateaux, mais je pense qu'ils peuvent intéresser pas mal de personnes. Mhm. Est-ce que l'hypnose fonctionne sur tout le monde? Oui, ça fonctionne sur tout le monde. Après, la sensation d'être en état d'hypnose dépend de chacun. Et on peut être en état d'hypnose sans vraiment avoir une impression particulière. Donc certaines personnes vont dire bon, bah, il s'est trop rien passé. On n'est pas obligé d'être dans un état d'hypnose très important pour qu'il se passe quelque chose au niveau de son inconscient. Or, c'est ce qu'on cherche en hypnose, c'est de travailler avec l'inconscient et sur l'inconscient. Pour quelles raisons ou quels problèmes on vient consulter un hypnothérapeute et faire une hypnothérapie? Il y a beaucoup de raisons. Donc le plus connu, c'est arrêter de fumer. Ce qui est très connu, les phobies, peur de prendre l'avion. Avant l'été, on a souvent des consultations pour ça, parce que y a un voyage qui se profile. Un examen à passer aussi, pour être disponible au moment de l'examen. En fait, moi, je dirais que on peut consulter un hypnothérapeute à partir du moment où on commence à se dire « Ah là là, ça va pas, il faudrait que j'aille voir quelqu'un ». Cette phrase « il faudrait que j'aille voir quelqu'un », pourquoi pas consulter un hypnothérapeute? Quand ça va pas, c'est qu'il y a des émotions qui sont pas ok, c'est ça? Exactement, exactement. Et Et effectivement, on travaille beaucoup sur les émotions, sur tous les impacts que ça peut avoir, une mauvaise gestion des émotions, des émotions débordantes ou des mauvais souvenirs, etc. Et sur tout ce que ça peut impacter dans sa vie. d'accord. Comment l'hypnose peut aider justement à mieux gérer ses émotions? Pour ça, il faut que je fasse un petit passage pour expliquer comment ça fonctionne entre D'accord. le conscient et l'inconscient. Ok. Donc le conscient, si on prend l'image de l'iceberg, le conscient, c'est la partie émergée qui est au-dessus de l'eau de l'iceberg, la partie qu'on voit. Quand on arrive on le voit. Et l'inconscient, c'est ce qui est en souterrain ou en sous-aquatique, qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas. Et en fait, quand on fait un voyage, quand un bateau se va vers l'iceberg, il s'abîme au contact de cette partie souterraine, alors qu'il ne l'a pas vue. Ben, notre inconscient, c'est un peu pareil. Parfois, il y a des dérèglements ou des choses qui sont pas tout à fait en ordre et qui font que ça va pas dans notre vie. On ne sait pas pourquoi on est comme ça. On ne fait pas exprès de se mettre à pleurer ou d'être en colère ou d'être tout le temps énervé ou tout le temps stressé. Et donc, l'hypnose permet d'aller travailler ces couches inconscientes. Est-ce que l'hypnose fonctionne sur les enfants? Oui, l'hypnose fonctionne très bien sur les enfants parce que les enfants sont spontanément dans un monde symbolique imaginaire et comprennent tout à fait les relations entre une histoire qu'on peut raconter et leur inconscient. Donc ça marche très bien avec les enfants. Et pour quelles raisons? Généralement, les gens viennent avec des enfants. Alors souvent des questions d'anxiété, D'accord. problèmes pour s'endormir le soir ou des accès de colère ou des choses comme ça. Ça marche aussi avec les parents, Donc, tu accompagnes aussi des parents. des parents et des couples. Et des couples. Et des couples. Ah oui, Oui. comment tu accompagnes les couples? Alors, je les accompagne justement sur ce qui fait que deux personnes se mettent ensemble et qui a au départ une relation très amoureuse avec beaucoup de joie, et puis qu'à un moment donné, ça commence à se friter. Les deux personnes commencent à avoir des c'est comme si elles enlevaient leur paire de lunettes roses et du coup, elles commencent à avoir des conflits. On passe au stade d'un couple conflictuel. Et ces conflits sont souvent liés à des bases émotionnelles, des blessures émotionnelles qui sont anciennes et qui refont surface. Et donc, c'est ça qu'on va aller regarder, transformer
pour que les personnes puissent retrouver une relation apaisée. Oui, il y a du travail, quoi. Et est-ce que l'hypnothérapie est complémentaire avec d'autres techniques ou peuvent être faits en parallèle avec d'autres techniques de thérapie? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai des personnes qui viennent en hypnose, en hypnothérapie, et qui, en parallèle, font une analyse, par exemple. On ne travaille pas sur les mêmes sphères. Beaucoup de thérapies travaillent sur ce qui est conscient, ou chercher à comprendre mieux, ou chercher à modifier un comportement conscient. Avec l'hypnose, on travaille sur la sphère inconsciente. Donc on peut aller résoudre des choses, améliorer le fonctionnement, et c'est complémentaire, c'est à un autre niveau. D'autre part, des thérapies ou qui fonctionnent par le corps ou sont tout à fait complémentaires aussi. Et tu parles d'hypnose et d'hypnothérapie. C'est quoi la différence entre l'hypnose et l'hypnothérapie? L'hypnose, avec un grand H, c'est une technique. L'hypnose avec un petit h, c'est un état. On dit être en état d'hypnose ou être en hypnose ou être en transe aussi. Ce sont des mots qui disent la même chose. Ça, c'est un état de conscience modifié qu'on crée chez la personne avec la technique de l'hypnose. L'hypnothérapie, c'est une thérapie qui utilise l'hypnose dans ses techniques. D'accord. Et quelle est la différence entre donc les hypnothérapies, je crois que tu l'as déjà expliqué, mais et les autres formes de thérapie, c'est vraiment le côté conscient et inconscient? Oui, pas tout à fait que. Pas tout à fait que, ça marche. L'hypnothérapie, effectivement, elle travaille sur l'inconscient et avec l'inconscient, hein, avec son accord. Ça, c'est une différence par rapport à beaucoup d'autres formes de thérapie. La deuxième chose, c'est la rapidité de mise en mouvement avec l'hypnose. On a une thérapie qui est quand même très efficace sur des problématiques profondes, entre 2 et 10 séances, sur quelque chose qui peut durer des années dans d'autres formes de thérapie. Donc, cette rapidité, et puis aussi, il y a une forme de douceur avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'on ressort d'une séance d'hypnose avec, en principe, le sourire aux lèvres et un peu plus de joie dans le corps et dans le cœur. Donc de 2 à 10 séances, on peut parler de thérapie brève? Oui, c'est une thérapie brève. C'est une thérapie brève, oui. Super. Ça, c'est la question. Ah. C'est la grande question. Je pense que beaucoup de personnes, c'est l'hypnose ou l'hypnothérapie, c'est un peu ce qu'on voit à la télé, en fait. Oui, alors pas du tout. Pas du tout. Je crois que je t'ai vexé, là. Ça porte le même nom. J'ai presque envie de dire malheureusement, parce que c'est pas du tout la même chose. D'abord, en hypnose de spectacle, hein, c'est ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle, il y a 3 parties. Il y a le maître de cérémonie qui fait son show, il y a l'hypnotisé et il y a le public. En hypnose en cabinet, on n'est que 2. Il y a la personne qui arrive avec un souci ou un problème à résoudre, et puis le thérapeute. Ça veut dire qu'en hypnose de spectacle, le but, c'est de faire un show, c'est de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être que ça va être quelque chose d'artistique ou que ça va être quelque chose de bluffant. Et peu importe les outils employés et peu importe ce que ressent la personne. Et la personne elle-même est d'accord pour faire ce show. En hypnose en cabinet, je cherche pas du tout à ce que la personne fasse un show devant qui que ce soit, puisqu'il y a personne. Ce que je cherche, c'est que la personne soit mieux après qu'avant. Et tout est mis en œuvre pour ça. Donc c'est pas du tout le même objectif, la même éthique, et c'est même pas les mêmes techniques. Donc, pas de retour de l'être aimé, pas gagner à millions et tu répares pas les voitures à distance. Je suis vraiment désolée, mais non, rien de tout ça. Dans quel contexte tu ne recommanderais pas l'hypnose? Pour des problèmes médicaux. D'accord. Quelqu'un qui a mal au dos ou qui a un souci de santé, c'est de l'ordre du médecin. L'hypnose peut accompagner psychologiquement la personne pour qu'elle vive bien ses traitements, par exemple, ou qu'elle ait le courage d'aller à ses rendez-vous si elle a de la difficulté. Mais c'est un accompagnement, mais c'est pas en aucun cas l'hypnose ne soigne. Donc quelqu'un qui vient me voir en me disant je voudrais perdre du poids mais j'ai
du diabète, le premier truc, c'est le médecin, c'est pas moi. La deuxième chose, c'est si le thérapeute considère qu'un suivi avec un psychiatre serait préférable. À ce moment-là, on réoriente sur un psychiatre. D'accord. Est-ce que l'hypnose, ou l'hypnothérapie, dans ton cas surtout, est-ce que l'hypnose ou l'hypnothérapie permet de retrouver des souvenirs? Et est-ce que ces souvenirs, ils sont réels? Oui et non. J'aime les réponses. Je vais prendre un cas concret. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui ne sait pas pourquoi. Et on peut en hypnose aller chercher l'origine de ce mal-être. Et à ce moment-là, tomber sur quelque chose qui peut, en tout cas dans la tête de la personne, être un souvenir. Quelque chose, je ne sais pas, un traumatisme ou un accident, ou voilà. Mais il faut savoir que ce souvenir n'est pas forcément réel. À savoir, ça peut être réel, mais ce qui est important, c'est qu'on travaille sur l'empreinte qu'a laissé ce souvenir. Elle n'est pas bien parce qu'à ce moment-là, dans cet événement-là, réel ou pas, en tout cas, elle l'a vécu comme ça. La notion de souvenir, elle est complexe. Si tu passes 2 jours avec des copains et que tu fais un petit voyage, et qu'une semaine après, on demande à chacun de raconter ce petit voyage, et là, il n'y a pas du tout le même récit. Chacun aura perçu des choses différentes et aura peut-être gardé la mémoire de certains événements et pas d'autres. C'est pour ça que la notion de souvenir, oui, on retrouve l'empreinte émotionnelle de quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça qui est important. D'accord. Parce que c'est ça qui dérange. Donc, ce qui est le plus important, c'est l'empreinte émotionnelle et pas le souvenir en lui-même. Exactement. Parce qu'on ne sait pas réellement si on se souvient des choses correctement, d'une certaine manière. Exactement. Ok. On se fie pas trop à ça, quoi. Et plus au ressenti. C'est ça. Ok. C'est ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir qu'à ce moment-là, la personne a vécu quelque chose qui la perturbe. D'accord. Et donc, c'est sur cette perturbation qu'on agit. On vient de parler du souvenir, d'accord, et de se rendre compte que ce qui était le plus important, c'est donc l'empreinte émotionnelle plus que le souvenir en lui-même, parce qu'on ne peut pas obligatoirement lui faire confiance. Et je vais juste préciser, on ne le change pas non plus, le souvenir. On travaille sur son empreinte, mais on ne change pas le souvenir. Oui. Très bien. Une question un peu plus gênante peut-être, d'une certaine manière. Certaines personnes vivent des traumas dans leur enfance, voire en tant que jeune adulte, ce genre de choses. Il y a vraiment des traumas qui peuvent être des fois violents. Est-ce qu'on a besoin de revivre le souvenir, de devoir s'en souvenir pour pouvoir travailler ce trauma en hypnose? Non. Alors, soit la personne sait et peut évoquer ce qui s'est passé, mais c'est difficile pour elle. Et donc ça reste son choix. Ça reste son choix. Mais à ce moment-là, on peut travailler sur le fait justement qu'elle puisse en parler ou y penser en étant plus neutre, plus apaisée à l'intérieur. Il arrive aussi que la personne ne sache pas ce qui est à l'origine et qu'elle a fait ce qu'on appelle une amnésie, hein, parce que c'était tellement dur que elle a coupé et puis elle s'en souvient pas. Mais à ce moment-là, on peut aussi travailler, c'est-à-dire qu'on a des outils symboliques, et notamment avec l'hypnose humaniste. On n'a pas encore parlé des différentes formes d'hypnose, mais on peut aborder les choses de manière très douce, en symbolique, et travailler autour de ce qui s'est passé sans aller remuer le couteau dans la plaie. Peut-on être manipulé sous hypnose? Alors, c'est effectivement la grande question, hein, je l'attendais. Donc, il faut savoir que en cabinet, mon intérêt, c'est de travailler avec l'inconscient de la personne, que la personne soit d'accord. Et si elle vient, elle paye une séance d'hypnose, c'est parce qu'elle a envie que ça bouge, elle a envie d'aller mieux. Donc, bien sûr que c'est son inconscient qui va mettre des limites. On ne peut rien faire contre la volonté de l'inconscient. Si l'inconscient pense que c'est dangereux pour la survie de la personne, on ne va pas y aller. Il ne va pas y aller, il ne va pas ouvrir les portes pour y aller. Donc, il n'y a pas de manipulation possible. Après, il y a une forme d'influence, mais de même que quand on échange des informations, il y a une forme d'influence. Quand on écoute les informations, il y a une forme d'influence. Quand on enseigne, il y a une forme d'influence. Oui, mais ça, dans toute forme de thérapie, ça existe.
Comment on choisit son hypnothérapeute? Avec soin. Tu peux essayer plusieurs hypnothérapeutes avant de trouver celui qui te convient vraiment. Comme tu peux essayer plusieurs coiffeurs ou plusieurs masseurs parce que voilà, tu cherches quelqu'un avec qui tu as à la fois un bon feeling et il faut choisir quelqu'un dont on sent qu'il comprend parfaitement là où on est et notre problématique. Donc le feeling est très important. Il faut se faire confiance là-dessus. Après, c'est à mon avis important de choisir un hypnothérapeute bien formé, c'est-à-dire au niveau maître praticien, et de préférence dans une bonne école. Moi, je recommande l'IFHE parce que j'ai fait cette école-là, l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne. C'est une bonne école. Comment on sait en sortant que c'est l'hypno qui nous convient? Il y a des signes pour... Oui, je pense qu'il y a un signe subtil, c'est qu'on se sent un peu plus léger en sortant qu'en entrant. Ça peut aider, oui, Qu'on se sent effectivement. un petit peu le sourire aux lèvres et un peu rassuré. D'accord. Et comment se déroule une séance? La première séance n'est pas tout à fait pareille que les autres. D'accord. Donc la première, c'est d'abord l'entretien de début de séance dure assez longtemps, puisqu'il s'agit pour moi de bien comprendre la problématique, de bien faire le tour d'où ça vient, comment ça se passe, qu'est-ce que veut la personne, de quoi elle a envie, comment elle sent que c'est possible. Enfin, il y a plein de questions à poser. Et puis la personne peut aussi avoir besoin de déposer un certain nombre de choses. Et à la fin de cette séance, de cette première séance, on détermine un parcours, on va dire un parcours de... On se dit, ben, il y a besoin plutôt de 2-3 séances où il y a un sujet à traiter ou deux. Et j'essaye, en tout cas, c'est rare que j'ai pas le temps, j'y arrive souvent, de faire une initiation à l'hypnose, une initiation à ce que c'est qu'entrer en état d'hypnose pendant une séance. Voilà, ça c'est la première séance. Et les suivantes, on fait toujours un point par rapport à la séance précédente, ou éventuellement un point sur ce qui se passe dans le quotidien de la personne, là, dans ces jours-ci. Et puis après, bah, si on a déterminé qu'on allait travailler sur quelque chose de précis, on y va. De combien de séances on a besoin en général? Il y a quelque chose d'assez précis? Alors, par problème, on considère qu'il faut entre 2 et maximum 10 séances, plutôt 5. Maintenant, un problème peut en cacher un autre, hein, c'est un peu comme les trains. Derrière un arrêt du tabac, si c'est juste un arrêt du tabac, une mauvaise habitude, ça va assez vite, 2-3 séances maximum. Mais si derrière il y a du stress, ou il y a, je sais pas moi, la perte d'un amour qui fait mal, ce sera un peu plus long. C'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Exactement. D'accord. Mais pas toujours, hein. Mais pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Parfois, ça va vite. Parfois, ça va vite. Est-ce qu'il existe plusieurs méthodes d'hypnose? Alors, il existe plusieurs formes d'hypnose. Effectivement, tu peux appeler ça une méthode, mais moi, je parlerais plutôt de forme. L'hypnose, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. En gros, on a l'hypnose classique autour de 1840. L'hypnose classique, ce sont des suggestions, des métaphores, des histoires qu'on raconte, et puis des phénomènes hypnotiques, par exemple de lever sa main. Donc ça, c'est l'hypnose classique. Ensuite est arrivé Erickson. Alors Erickson est connu parce qu'on parle beaucoup d'hypnose ericksonienne. Mais l'hypnose ericksonienne, en fait, c'est un petit peu différent. Donc Erickson, en tout cas, était un thérapeute extraordinaire qui a développé beaucoup de stratégies de thérapie et qui avait une manière de parler particulière. Donc il y a des gens qui ont analysé, qui ont modélisé cette manière de parler, ce qui a donné la PNL. Et la nouvelle hypnose, qui est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, c'est en fait de la nouvelle hypnose, reprend les acquis à la fois de l'hypnose classique, de l'hypnose ericksonienne et a rajouté d'autres outils. Ça, c'est une forme d'hypnose dissociante. Tu te rappelles, j'ai parlé tout à l'heure du conscient et de l'inconscient. L'hypnose dissociante, c'est une hypnose qui va calmer un petit peu le mental et le conscient. Toutes ces réflexions qu'on se fait sans cesse, oh bah non, je dois pas dire ça, oh bah là, j'ai telle allure, ça va pas du tout. Enfin, tous ces trucs-là qui viennent empêcher de nouvelles idées, empêcher de nouveaux comportements, ça, on va calmer le conscient. On va l'apaiser, on va le mettre un petit peu plus loin. Ça donne un peu comme si on rêvait ou comme si on dormait un peu. Mais on est toujours conscient de ce qui se passe. Hein. C'est pas.
Et puis, du coup, on va pouvoir, puisque le conscient est un peu à l'écart, un peu tranquille dans son coin, on va pouvoir travailler plus avec l'inconscient et laisser émerger de nouvelles choses. Ça, c'est une forme d'hypnose, donc dissociante. Et puis, dans les années 2000, Olivier Lequert et Patricia D'Angeli, qui ont diffusé l'hypnose en France, qui ont diffusé la nouvelle hypnose, ont aussi mis au point une nouvelle forme d'hypnose, qui est une hypnose associante. Là, il s'agit en fait de faire rentrer dans le champ conscient plus d'éléments. Là, je te parle, par exemple, tu m'écoutes, tu me regardes, mais tu peux être conscient en même temps de ta respiration. Tu peux être conscient de l'éclairage qu'il y a autour de nous. Et donc, tu fais rentrer de plus en plus d'éléments dans ton champ de conscience jusqu'à arriver à faire rentrer quelques éléments de l'inconscient dans le champ de conscience. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypnose associante, qui est l'hypnose humaniste. D'accord. Et tu fais les deux? Oui. D'accord. Et comment tu arrives à déterminer ce qui est peut-être plus utilisé l'une que l'autre? Alors, qu'est-ce qui te permet de choisir? Beaucoup d'éléments. D'accord, ok. Je vais peut-être poser une question trop vague. Ce qui me permet de choisir l'une ou l'autre, ça va être la problématique de la personne. Est-ce qu'elle en a, par exemple, on parlait des souvenirs tout à l'heure, si la personne n'a pas vraiment de souvenirs, je vais plutôt choisir l'option symbolique. Ça peut être aussi l'heure de la journée, la forme de la personne, parce que l'hypnose associante demande de l'énergie. Le sujet aussi, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui. Mais tu vas généralement choisir une plus que l'autre, suivant le sujet. Oui, suivant le sujet, suivant la personne. Et est-ce qu'il t'arrive des fois de passer de l'une à l'autre pendant une séance? Non, pas pendant une séance, mais par contre, je peux choisir de faire une séance en humaniste, puis une séance en ericksonienne, qui est la nouvelle hypnose. Et voilà, je peux basculer, ou faire 3-4 séances en humaniste, et puis après, 3-4 séances en ericksonien. Et est-ce qu'on peut juste venir pour essayer une hypnothérapie? Juste essayer comme ça, par curiosité, ressentir les choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Non, pas avec moi. Alors pourquoi? Ouais, voilà. Ben oui, parce que quand tu parles de ça, c'est que derrière, tu as toujours cette notion d'hypnose de spectacle. Il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Et moi, c'est pas ce que je propose. Moi, ce que je propose, c'est une aide au changement, une aide pour évoluer dans ta vie. Donc la question, c'est est-ce que tu as envie de faire évoluer quelque chose dans ta vie? Et si oui, là, on a de quoi travailler en hypnose. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question, tu as raison. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment partagé avec nous. Parce qu'il y a des personnes qui, j'espère, regarderont les vidéos. Et puis, bah, merci Emmanuel pour tout ça. Merci à toi, Joseph. Franchement, c'était un bon moment, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'était très bien. Voilà, bon, c'est notre premier moment. Et ça se trouve, on en fera d'autres. J'espère. Ça va plaire aux gens et peut-être qu'ils nous poseront des questions, qui nous obligeront à encore faire d'autres questions.